tous, ravi de vous retrouver pour cette table ronde qui s'annonce passionnante autour d'un thème assez original, entreprise à mission, entreprise à démission. Alors, très rapidement, pour introduire ce débat, quelques repères. Un quart, j'ai bien dit un quart des nouvelles recrues abandonnent leur emploi dans les 45 premiers jours. C'est l'étude de l'américain John Bersine. L'année dernière, en France, il y a eu 2,7% de démissions dans les entreprises françaises. Ça représente en gros, en moyenne, 500 000 départs par trimestre. C'était un record l'année dernière. Ça a tendance à se calmer depuis la fin de l'année dernière et depuis le début de l'année 2024. Alors, les intentions de démission sont plus fréquentes chez les jeunes et dans les métiers des achats, de la logistique, du juridique, de la finance, où les opportunités sont sans doute plus nombreuses. Comment rester attractif? Comment limiter le turnover dans des secteurs à tension où la pénibilité peut être plus forte? Au-delà de la rémunération, est-ce qu'il existe des outils concrets pour faire la différence et pour retenir les talents? On va parler donc de tout ça. Parmi la palette à disposition des dirigeants figure le statut de société à mission qui permet de donner un cap à l'entreprise, un sens aux collaborateurs. Ça a été créé il y a 5 ans par la loi Pacte. L'idée, c'était de créer donc une disposition pour l'entreprise qui souhaite se fixer des objectifs sociaux, environnementaux, contraignants, mais ambitieux. Un petit bilan à date, il y a aujourd'hui 1490 entreprises à mission en 2023, ce sont les derniers chiffres, c'est un tiers de plus que l'année précédente, mais ça représente seulement que 0,2% des entreprises et 2% des grandes entreprises comme Enedis ou comme Clariane, qui nous fait aujourd'hui l'honneur d'être présent parmi nous, représenté par sa directrice générale, Sophie Boissard. Bonjour et merci d'être là, et qui débattra donc de toutes ces questions passionnantes avec Jean-Philippe Puig. Vous êtes directeur général du groupe Avril. Sophie, je vais commencer par vous. Donc Clariane est devenue, Clariane ex-Corian, je pense qu'on peut le dire comme ça pour que les gens repèrent, est devenue une entreprise à mission il y a 1 an environ, je crois. Qu'est-ce que ça a changé pour les collaborateurs? Et surtout, est-ce que ça a créé un impact sur le taux de turnover, le taux de démission du groupe? Est-ce qu'il y a un avant et un après pour vous? Alors, nous sommes effectivement devenus entreprise à mission il y a exactement 1 an. Notre Assemblée générale a voté l'adoption du statut d'entreprise à mission et l'insertion dans nos statuts de notre raison d'être, qui est de prendre soin de l'humanité de chacun dans les moments de fragilité, qui est d'une certaine manière le socle commun à nos différents métiers, l'accompagnement des personnes âgées, fragiles et dépendantes, le soin à domicile, et puis tous les soins médicaux spécialisés pour les patients chroniques post-soins aigus. Et donc, en fait, d'abord, est-ce que ça a changé quelque chose au bout d'1 an? Je pense que c'est bien trop tôt pour juger. Et ce qu'on peut simplement dire, c'est que ça a été l'aboutissement d'un long cycle, en fait, de réflexion et de construction à l'intérieur de l'entreprise. 60 000 collaborateurs qui sont d'ailleurs essentiellement des collaboratrices. Pour se dire d'abord... comment est-ce qu'on réconcilie la vocation individuelle du soin? Tous nos collaborateurs ou collaboratrices individuellement viennent travailler chez nous dans un établissement de santé, dans un réseau de soins à domicile, parce que profondément elles ont cette vocation du soin, et c'est une vocation très largement partagée, notamment chez les jeunes. Quand on interroge aujourd'hui les jeunes dans quel secteur veulent-ils travailler, dans le top 3, et même en France dans le top 2, ils disent dans les services de santé. C'est d'ailleurs très étonnant. Donc on voulait vraiment réconcilier cette vocation. Énorme succès Parcoursup cette année encore. Voilà. Et comment est-ce qu'à l'échelle d'une entreprise, d'une organisation, 60 000 collaborateurs, 1000 établissements et réseaux d'aide à domicile à travers l'Europe, comment est-ce qu'on fait finalement cette intégration et cette cohérence d'un bout à l'autre de l'organisation sur la nature des activités de l'entreprise, ce que nous apportons de particulier, de distinctif, ce qui nous distingue chez Clariane à travers nos différents métiers, et nos valeurs, et puis notre culture d'entreprise en action. Et finalement, on a beaucoup travaillé sur les points de preuve. Ce n'est pas tellement la raison d'être, mais les points de preuve. Et donc, ça nous a conduit à nous définir une feuille de route, cette raison d'être, des engagements concrets, de considération, d'équité, de contribution à l'innovation, d'ancrage local et aussi évidemment de durabilité. Et puis
très simplement 10 initiatives pour que chacun puisse, à son échelle, se souvenir de ce que ça veut dire d'être une entreprise à mission pour Clariane et des engagements que nous avons pris. Comment on mesure, qu'est-ce que ça veut dire faire preuve de considération ? L'équité, pouvoir être une entreprise qui promeut par la formation qualifiante et donc des engagements pris d'avoir chaque année au moins 7000 parcours diplômants ou de promotion diplômante pour nos collaborateurs. Donc des choses très concrètes. Et c'est donc toute une ingénierie et toute une mise en cohérence que ce chemin. Et donc pour moi, on est sur le départ. Oui. 98% des actionnaires ont voté l'année dernière pour l'insertion l'adoption de ce statut. On a un comité de mission qui est devenue vraiment une instance de gouvernance très structurante et qui dialogue avec le conseil d'administration. C'est d'ailleurs intéressant, c'est riche. Et je pense qu'on pourra dire dans 5 ans, probablement, à l'issue du premier cycle, si effectivement les effets qu'on en attend on sera un peu patient. Mais juste à contrario, est-ce que vous savez pourquoi les gens démissionnent quand ils démissionnent de votre entreprise ? Quelle est la première raison qu'ils invoquent ? Alors, je voudrais revenir sur les chiffres que vous avez indiqués. Alors, l'ancienneté moyenne, d'abord dans une entreprise comme Caen, une entreprise assez jeune, en moyenne 42 ans, l'âge moyen pour les collaborateurs, 7 années et demie d'ancienneté. Donc, c'est plutôt en fait des anciennetés assez longues. Oui. Effectivement, les démissions, lorsqu'elles interviennent, elles interviennent toujours et principalement, et on demande systématiquement aux personnes qui nous quittent pourquoi, pour des raisons de mauvaise entente ou d'insuffisant soutien du manager. C'est d'abord et toujours, en tout cas dans nos métiers, des sujets d'alchimie humaine. Et donc cette question de la culture d'entreprise, de la culture managériale, de la formation des managers, de l'éthique aussi, de l'éthique opérationnelle, elle est clé. Et dans notre secteur, en tout cas, être une entreprise à mission, c'est pas avoir un supplément d'âme, c'est pas s'être acheté une bonne conduite, c'est en fait intrinsèque à notre métier. Donc j'en tire aucune gloire. Je dis juste que pour nous, en tout cas, c'est vital. Merci. Jean-Philippe Puig, vous êtes directeur général du groupe Avril. Il faut peut-être préciser que le groupe Avril, notamment, il est le producteur en tout cas propriétaire de la marque Le Sieur et Puget. Vous n'êtes pas une société à mission, mais vous avez une raison d'être. Ça aussi, ça a dû pouvoir vous aider. Puis vous avez créé toute une palette d'initiatives très concrètes pour, j'imagine, aussi retenir vos collaborateurs, comme ce congé parenthèse, ce congé d'engagement. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu tout ça ? Parce que c'est des outils qui permettent, j'imagine, de limiter aussi la démission ou le turnover. Oui, alors juste, Avril, ce n'est pas que Le Sieur et Puget. Non, bien sûr. Voilà, c'est le 5e groupe agroalimentaire français qui fait 8 milliards d'euros, présent dans 18 pays, donc qui fait à la fois l'alimentaire et qui décarbone ses clients. Alimentaire, puisqu'on est dans l'alimentation, que ce soit l'huile, mais que ce soit les légumes secs, le riz, ou la nutrition animale, et aussi tout ce qui est énergie décarbonée et la chimie verte, puisqu'on est le leader européen. Voilà, donc on est dans 18 pays, et je ne vais pas être très long, mais la genèse est intéressante. Je l'expliquais il y a quelques minutes, on en parlait. En fait, quand on s'est posé la question, on posait la question aux salariés, finalement, qu'est-ce qui fait que vous restez dans l'entreprise, puisque c'est le débat, ou qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'en partir ? On était assez surpris, c'était il y a 6 ans, 7 ans maintenant. Ils nous ont dit, écoutez, on est super contents d'être chez Avril, mais on ne sait pas pourquoi. Et on est assez content du manager, mais on ne sait pas où ils vont. Donc c'était quand même un réveil. Quand même. Et donc du coup, on a travaillé assez longtemps, pendant 3 ans, en se disant il faut qu'on donne effectivement une ambition. Et cette ambition, c'est notre raison d'être qui est servir la terre. Donc une ambition, c'est comme une grande étoile. Hein, vous ne l'atteignez jamais, mais vous savez que vous levez le matin pour servir la terre. Alors, évidemment, ce n'est pas pour de la communication. C'est un changement culturel profond. Et donc nous, je présente le groupe aujourd'hui avec comme l'ADN, un ADN qui a 2 brins. Le brin de la sécurité, parce que la sécurité des hommes et des femmes dans les entreprises, c'est capital. Sans ça, on ne fait pas. Et le deuxième brin, c'est notre raison d'être qui est transformée dans une raison d'agir. Et donc, en parallèle de ça, depuis maintenant une dizaine d'années, c'est vrai qu'on essaye d'écouter à la fois la communauté extérieure. On a un comité de parties prenantes. Alors, ce n'est pas un comité à mission, mais c'est un comité de parties prenantes où j'ai mis autour de la table des gens qui n'avaient pas l'habitude de se mettre autour de la table, qui a priori ne s'entendent pas, parce qu'ils ont quand même des opinions très diverses, voire très opposées, mais très intéressant pour nous, pour moi, pour écouter ce que dit la société de nous.
et c'est important pour l'avenir. J'ai mis aussi un COMEX des jeunes qui nous a énormément apporté, justement, et je leur ai posé la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vous garder 40 ans en dehors du salaire, hein. Voilà. Donc, réponse. Alors, la réponse, c'est les engagements que vous évoquiez à l'instant, mais il y en a un, puisque je le dis, on en a parlé tout à l'heure, où j'ai dit « oups ». Je ne sais pas si on faisait un sondage dans la salle, ça serait assez intéressant. Qu'est-ce que vous imaginez que les jeunes ont mis comme première idée, et c'était 16 jeunes internationaux, toutes fonctions confondues, etc. Donc je vais la faire courte, on n'a pas le temps, mais c'était on veut travailler 4 jours. Alors, payer 5 ou payer 4 ? Bah non, payer 5. C'est toute la différence. Et en fait, c'est intéressant. Mais ils ont fait des benchmarks, ils ont regardé effectivement ce qui se passait au Japon. Et là, vous avez dit, mais bien sûr, c'est possible. Non, j'ai peut-être mes cheveux blancs, mais j'ai dit non, là, pour tout un tas de raisons, on a débattu, mais il n'y avait pas que ça. Et il y avait un certain nombre de sujets que nous sommes en train de mettre en place. Ceci dit, pardon, mais la semaine de 4 jours existe dans certaines organisations, en France, à l'étranger aussi, en Angleterre notamment. Bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut entendre cette résonance. L'Islande est passée à 4 jours. Voilà. La Belgique y réfléchit. Il y a 3000 entreprises au UK qui sont passées à 4 jours. La ville de Lyon. La ville de Lyon, des ministères. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut entendre. Si on veut garder nos jeunes, il faut leur donner du sens, et c'est la raison d'être à transformer en raison d'agir, mais aussi il faut les écouter sur la relation au travail qui n'est pas celle que nous avons pu avoir dans notre génération. Et donc il y a un certain nombre de choses qui est issu de Comex des jeunes, travailler avec les RH. Et c'est quoi précisément ce congé d'engagement ? Alors, il y a des différents congés. On leur a donné, premier, un congé parenthèse. L'idée, c'est que tous les 5 ans, ils peuvent prendre 3 mois sans donner la raison. Alors, ils vont cumuler leur congé, leur RTT, et puis, pour ceux qui restent, c'est moitié-moitié. Je paye la moitié et ils financent l'autre moitié. Congé engagement, c'est on leur donne quelques journées... Quel que soit le niveau dans l'entreprise. Hein. Quel que soit le niveau dans l'entreprise et mondialement. Et congé... engagement, c'est dire, écoutez, nous, on estime que c'est aussi important que vous engagez l'entreprise que dans la société, et donc on va vous donner quelques journées par an. Évidemment, il y a un comité qui va définir le type d'associations dans lesquelles ils vont pouvoir s'engager, mais je leur donne des journées où ils s'engagent dans ces associations-là. Et il y a aussi un congé accompagnement, parce que de plus en plus, il faut accompagner ses parents, ses enfants handicapés, etc. Les aidants, et voilà, et donc on les aide. Et ça a donné vraiment une dynamique importante, et c'est récent, hein, dans l'entreprise, et c'est issu finalement de ce qu'on a entendu de nos employés. Voilà. Sophie Boissard, le Ségur de la santé, on le sait, a permis d'augmenter sensiblement les salaires, notamment dans votre secteur. Est-ce que la rémunération reste pas l'alpha et l'oméga de l'attractivité dans une entreprise comme la vôtre ? Je ne crois pas. Bien sûr, la rémunération et le pouvoir d'achat, en fait, les conditions de vie des collaborateurs sont majeures. Mais on se rend compte que la première des choses qui fonctionne, c'est d'abord la qualité du projet, la fierté de pouvoir contribuer à quelque chose qui est utile, la capacité d'apprendre. Je suis vraiment frappée depuis qu'on a mis au cœur de notre projet d'entreprise cette promotion par la formation, le diplôme, et qui est une vraie promesse. On a une université qui couvre nos 7 grandes filières métiers. On a 150 diplômes qui sont accessibles par cette université. Hein. C'est 7000 collaborateurs qui, chaque année, donc, sont engagés dans l'un de ces parcours qu'on prend en charge et pour lesquels on fait ce qu'il faut en termes d'aménagement, de temps, d'organisation. Eh bien, en réalité, ça fait une énorme différence par rapport à la structure d'à côté. Parce que finalement, dans nos métiers, qui sont des métiers financés par l'assurance maladie, financés par les caisses de sécurité sociale dans nos différents pays, donc des métiers réglementés. On a souvent pointé, comme pour les enseignants, le problème du salaire, quand même, qui a été en partie Encore une fois, les salaires ont augmenté 25%, pas que le Ségur. Depuis 4 ans, on a augmenté en France les salaires des soignants de 25%, en fonction des différents infirmiers, tous les paramédicaux. Premièrement. Deuxièmement, je pense qu'on ne sait pas non plus que ce sont des métiers en fait, dans lesquels
beaucoup se font finalement une forme d'emploi à la carte. Donc il y a beaucoup de missions complémentaires, beaucoup d'heures supplémentaires en effet. Donc en fait des niveaux de rémunération, des niveaux nets de rémunération qui sont de 1500 pour une aide-soignante qui commence, de 1500 €, 3000, 3002 pour un infirmier ou une infirmière, et puis ensuite avec les spécialités, ce sont des rémunérations qui en fait, je parle de salaire mensuel hein, pour le salarié, sont des rémunérations qui sont nettement au-dessus du salaire moyen ou du salaire médian. Donc le premier des sujets, et ça on le voit bien, c'est pas la fiche de paie. C'est le bien-être au travail ? C'est l'intérêt, la qualité du projet, l'ambiance, la qualité du management. La qualité du management. Moi, ce matin, je pense à l'établissement que je viens d'aller voir qui s'occupe de personnes très lourdement handicapées, pas très loin d'ici. 105 personnes très très lourdement handicapées, une stabilité absolue, un turnover de 10%, 110 salariés de tous les âges, énormément de stagiaires, et qui viennent, il n'y a aucun poste vacant, et qui sont là très durablement. Pourquoi ? Parce qu'ils sont extrêmement fiers de la qualité de l'accompagnement qu'ils prodiguent, parce qu'ils ont sans cesse des nouveaux projets pour créer un accueil de jour, pour créer des solutions de répit pour les personnes qui sont accompagnées par leur famille, pour aller faire essaimer le modèle auprès d'autres établissements qui eux-mêmes accueillent des patients lourdement handicapés, pour travailler avec la commune, pour accueillir les enfants du centre de loisirs qui viennent, parce qu'il y a un grand parc, et qui viennent du coup participer, pour promouvoir l'image des personnes handicapées et tous les préjugés sur le handicap, pour faire en sorte que quand le marché se tient dans cette petite commune, eh bien, ceux qui le souhaitent et le peuvent puissent aller au marché et être accueillis. Donc ils ont vraiment... Et en fait, ce qui brille dans leurs yeux, c'est pas la question de combien ils gagnent à la fin du mois. Évidemment, il faut, encore une fois, l'équité, ça commence par ça. Mais c'est d'abord la fierté de pouvoir se dire ce à quoi je participe fait du sens. J'en suis fière. À mon échelle et dans mon établissement et dans ma spécialité, je prends soin de l'humanité de chacun dans les moments de fragilité. Et on le fait tous ensemble et on a plaisir et engagement à faire ce que l'on fait. On sait se renouveler, parce qu'il y a aussi ce rituel, cette lourdeur du rituel quand on est soignant. Hein. On sait se régénérer, on sait aussi s'aider dans les moments de grande émotion. Oui, c'est des métiers éprouvants, il n'y a pas de télétravail possible. C'est des métiers qu'on ne télétravaille pas et c'est des métiers qu'on ne peut pas faire à moitié. Donc c'est des métiers dans lesquels, si on n'est pas vraiment dans une organisation saine et humainement saine, on s'épuise ou on se brûle, on se consume. Et donc c'est et c'est pour ça aussi que ce sont des métiers vraiment à nul autre pareil et très particuliers. Et donc tout notre travail, en tout cas à nous managers, à nous finalement collectifs d'entreprise, c'est de permettre à ces soignants, très modestement, d'être justement dans la justesse de leur vocation et leur métier. J'ai vu que vous aviez créé un fonds de solidarité aussi pour venir en aide à ces soignants, alors justement, dans les à des gens qui peuvent être abîmés soit par leur travail, soit dans leur vie quotidienne. Et qui exactement, dans les 10 initiatives qu'on a retenues et qui sont communes dans tous les pays, il y a effectivement celles-là, c'est des fonds de solidarité qu'on a mis dans chaque pays, qui sont administrés paritairement. Notre élément majeur de notre entreprise, c'est vraiment d'avoir promu et développé le dialogue social. 7% des collaborateurs en France ont un mandat de représentation, par exemple. Et donc ce fonds, c'est un tout petit fonds, ce n'est pas des grosses sommes, c'est 1 million mis à disposition chaque année. On a défini ensemble les 4 ou 5 cas dans lesquels on pouvait intervenir, mais on peut intervenir en 1 heure. Et ça va être le véhicule qui tombe en panne, ça va être les frais d'obsèques pour pouvoir un proche qu'il faut rapatrier dans un pays ou dans un endroit lointain, ça arrive. Ça va être une galère de logement, souvent beaucoup de femmes, et donc on peut se retrouver dans des situations d'urgence sociale où ça va être un sujet de santé lié à un enfant. Et en fait, effectivement... c'est à la fois peu de cas, mais le fait que ça existe, le fait qu'on ait toute une ingénierie sociale, d'assistantes sociales qui peuvent se mobiliser d'une heure à l'autre et trouver la solution, eh bien, ça fait toute la différence. Ça crée en fait une confiance de se dire en fait mon entreprise, c'est pas seulement une entité économique qui va me verser mon salaire à la fin du mois. C'est une communauté humaine à laquelle j'appartiens. Et on donne du sens. Et qui ne me laissera pas tomber. Et je pense que c'est un des sujets majeurs dans le pays et dans le moment auquel on est aujourd'hui, que finalement rechercher ces communautés d'appartenance dont on est fier
qui vous donne votre statut, votre finalement raison d'être ou raison d'être au monde et qui vous soutient aussi, qui fait preuve de solidarité en action. Vous rejoignez ce propos, j'imagine, Jean-Philippe Pic, mais comment ça s'illustre dans votre entreprise, ce sens qu'on donne dans l'industrie agroalimentaire? Comment on peut donner du sens au quotidien à ses collaborateurs? Alors, je rejoins tout à fait ce propos. On n'est pas dans le même domaine, mais trouver effectivement du personnel dans l'agroalimentaire, c'est pas non plus forcément toujours facile. Il y a de tout. Il y a de la chimie, l'agroalimentaire. Mais si on interroge les jeunes, ce qui arrive en premier, 92%, c'est de la recherche du sens. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir, notre raison d'être. Il faut faire en sorte que cette raison d'être, ça ne soit pas, comme je le disais, de la communication, mais que ce soit un changement culturel profond. Chez nous, il y a les engagements, tout le monde a ses objectifs, et encore une fois, il faut que ça se vive au quotidien. Moi, je dis toujours que la force d'un collectif, ça passe par l'épanouissement de chacun sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Et vous arrivez à le mesurer concrètement? Alors, on le mesure. C'était compliqué de se dire comment je vais mesurer une telle chose. Et en fait, on a trouvé une façon assez simple. On fait un sondage annuel. On est passé par Great Place to Work et on pose la question, est-ce que vous êtes plus ou moins bien dans l'entreprise que l'année précédente? Ça vient de sortir. La chose, alors, je n'ai pas encore le résultat de cette année. L'an dernier, c'était quand même presque au benchmark de ce qu'avait Great Place to Work. J'espère que ça sera encore mieux cette année. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a 82% de tout le personnel mondial qui a participé et qui a donné son avis, ce qui est au-dessus du benchmark. Donc voilà, ça, c'est déjà une première mesure. C'est pas facile à mesurer parce qu'en plus, ça varie. Voilà, mais je pense que, et je rejoins et je suis très en phase avec tout ce qui a été dit, ce qu'attendent les gens et le personnel, nos employés, c'est juste de l'humanité. Voilà, on est dans un monde qui est déshumanisé, on en a parlé dans d'autres conférences. Aujourd'hui, ils ont simplement besoin qu'on les entende, qu'on les écoute, qu'on communique. Il faut trouver des moyens de communiquer. Je parlais du Comex des jeunes. Il faut aussi avoir une communication avec des partenaires sociaux de manière totalement ouverte. Et tout ce que je fais, je le fais aussi avec les partenaires sociaux, qu'ils soient français, étrangers. Voilà, donc il faut organiser ces éléments de communication à tous les niveaux. Je parlais du comité des parties prenantes. Voilà, on fait les anciens maintenant, on va avoir les alumni d'Avril, etc. Tout ça fait partie d'un ensemble qui fait que nos employés, un, ils ont envie de venir chez Avril, deux, on les développe et ils ont envie de rester pour 40 ans. Merci. J'aimerais quand même donner la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions pour nos deux invités? J'en suis sûr. Il fait un peu chaud, mais les sujets sont passionnants. Allez, oui, non? Bon. Ça va peut-être venir. Un actif de moins de 35 ans sur deux est attiré par les métiers manuels et l'artisanat, des métiers qui sont assez peu menacés par la montée de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que, Jean-Philippe, dans votre entreprise, vous vous en tenez compte dans votre organisation? Est-ce que c'est une demande? Est-ce que c'est quelque chose que... Alors, je n'ai pas une demande particulière de nos personnels d'aller vers des pratiques plus manuelles qu'intellectuelles. Nous, on a plutôt le cas où on manque de formations qui s'adaptent à nos métiers. Donc, on est en train plutôt d'investir dans des formations pour avoir du personnel qui correspond à ce qu'on attend, que ce soit des commerciaux qui vont aller dans les fermes, voilà, des choses comme ça. Mais je ne sais pas... Sophie, ça vous parle, cette question de... Oui, parce que, enfin, je ne sais pas si... Qui est assez mal mis en valeur aujourd'hui dans les formations, dans l'éducation nationale, dans le... Je pense que les métiers du soin, et en particulier tous les métiers paramédicaux, de rééducation, sont des métiers, en fait, avec énormément de manuels, de manutention, d'activité physique adaptée, d'ajustement, l'ergothérapie, enfin, toutes les professions, en fait, du soin spécialisées sont des professions profondément manuelles. Pensez aussi à beaucoup des spécialités médicales. Et donc, effectivement, je pense que ce que vous dites explique une partie de l'intérêt aujourd'hui des jeunes quand on les interroge sur les secteurs d'activité. C'est d'ailleurs un grand paradoxe dans votre secteur, je terminerai peut-être là-dessus, c'est qu'il y a énormément de candidats mais peu d'élus. J'ai vu que vous aviez fait une tribune pour demander au pouvoir public d'ouvrir davantage le numerus clausus, oui, notamment pour former nos futurs médecins. Il y a un espoir qu'on en prenne enfin conscience? Écoutez, 8 ministres en 8 ans, ça ne laisse pas tellement le temps de se poser sur cette question.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis les années 70, en France, on a considéré qu'il fallait mettre tous les métiers médicaux et paramédicaux sous numerus clausus. C'était presque une question de statut. Aujourd'hui, on le paye. Et on le paie extrêmement cher, puisqu'en fait, la France n'a pas aujourd'hui assez de professionnels de santé. Elle en a 2 fois moins qu'en Norvège en activité, et pas seulement les médecins, mais surtout tous les autres, en fait, les infirmiers, enfin tous les métiers de la rééducation, les paramédicaux. Et nos indicateurs de santé publique, en moyenne, sont significativement moins bons que notamment la Norvège et les pays du nord de l'Europe. Et nos dépenses de santé rapportées au PIB sont significativement plus élevées. Donc ça veut bien dire qu'un professionnel de santé n'est pas nécessairement un mauvais prescripteur de dépenses et qu'il apporte énormément de valeur ajoutée. Donc c'est effectivement un malthusianisme qui est idiot, qui est même criminel. Et j'espère qu'on va arriver enfin à déverrouiller ces histoires de numerus clausus et à généraliser l'alternance à tous les âges de la vie pour faire venir aux soins différentes catégories et différentes ressources. On espère que votre appel sera entendu. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cette table ronde passionnante.